Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons être très politiques puisque dans un premier temps, dans un instant, nous allons recevoir Jacques-Marie Clair. Bonjour. Bonjour. Il est candidat au secrétariat de la fédération du PS puisque vous savez, il y a un certain nombre de candidats. C'était hier d'ailleurs le congrès du Parti socialiste en France. On en parlera aussi avec une autre politique, Béatrice Bellé, depuis la Martinique, qui va nous faire un petit topo sur ce qui s'est dit hier à ce congrès. Politique toujours, mais cette fois-ci avec Christelle Nanor. Elle est candidate au régional, eh bien, elle est en galère parce que c'est pourquoi elle n'a pas payé ou il ne veut pas payer l'argent là. Donc elle viendra ici nous expliquer qui ne veut pas payer la participation aux élections régionales puisque cette dame a conduit une liste, on s'en souvient, c'était la liste La Guadeloupe consciente en action. Est-ce que les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Eh bien, nous le dira. Et puis on va terminer avec Digital for Progress. C'est la chronique de Kenny Chamougon, comme tous les lundis en 15. Il viendra nous parler de digital, de numérique, etc., etc. Et ça, tout le monde l'aime. Sinon, pour l'actualité, eh bien, on reviendra sur Mots de femmes. CEMAC, c'est une manifestation qui s'est déroulée la semaine dernière. Et les femmes, justement, en souffrance, on connaît cette maladie. Mais on va faire de petits mots là-dessus. Théobald, sous la reprise et le pass sanitaire, Charlie Dagonia l'a rencontré. Et puis, on fera un petit cours du côté des fleurs, mais avec toujours Charlie, mais en fin de journal. Sinon, on commence tout de suite avec le CEMAC, ces mots de femmes. Greg Glaps et Olivier Moradel étaient sur place, on regarde. Tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'était de faire mieux comprendre cette pathologie, ces pathologies qui impactent la vie de nombreuses femmes. Et aujourd'hui, avec le panel d'experts que nous avions à peu près, sur les 2 jours, nous avons eu 31 interventions, des experts, des spécialistes, gynécologues, obstétriciens. Nous estimons que nous avons fait en tout cas un premier pas vers une meilleure compréhension de la santé de la femme et espérons que finalement cette rencontre aura permis à de nombreuses personnes de lever le voile finalement sur les douleurs menstruelles et bien évidemment aux collatéraux, aux amis, aux parents, aux encadrants scolaires, aux professionnels de peut-être mieux entendre la souffrance des femmes quand elles disent « j'ai mal aux règles » à cause de mes règles. Cette journée nous a permis de faire le point des pathologies que rencontre la femme, plus particulièrement les femmes jeunes. Et ces pathologies, c'est déjà l'endométriose qui peut commencer dès l'adolescence, les fibromes, les kystes de l'ovaire, et toutes ces pathologies vont avoir des répercussions sur la vie de la femme. Cela veut dire qu'il peut y avoir sur la douleur, avec le risque d'absentéisme à l'école chez la jeune et au travail pour la jeune femme, mais aussi des risques d'infertilité. Les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et quand une femme n'arrive pas à avoir d'enfants, il y a un risque certain sur l'avenir de son couple. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà mis en place un projet pédagogique avec le lycée Félix Proto, avec le soutien du rectorat, de façon à pouvoir sensibiliser les jeunes aux douleurs des règles, leur expliquer comment ça marche, comment marchent les règles et que les douleurs ne sont pas normales. Donc la nécessité de les sensibiliser, en tout cas sur une éventuelle prise en charge. Au travers de tous les témoignages et tous les échanges qu'on a eus, ce qui reste primordial, c'est la prise en charge. Parce que la prise en charge répond à un certain nombre de problèmes et va éviter à ce qu'on arrive dans des situations malencontreuses. Il faut vraiment sensibiliser les patientes porteuses de fibromes, d'endométriose, à venir consulter, en fait, au moins consulter assez rapidement en fait, les centres de PMA pour leur désir de fertilité. Et puis sensibiliser aussi les familles, parce que c'est important que les familles ne considèrent pas les règles douloureuses comme quelque chose de normal et que rapidement la question de la consultation se pose, de façon à éviter des drames finalement, des drames humains, de femmes qui doivent renoncer à leur maternité simplement parce que la prise en charge a été trop tardive. Effectivement, l'endométriose, c'est une maladie qui est chronique et effectivement très complexe, qui peut récidiver et qui donne aux femmes des douleurs atroces à la période des règles. On va quitter ce domaine médical et on va du côté du cyclisme, puisque vous le savez,
le Tour de Marie-Galante a été repoussé, le Tour de la Guadeloupe peut-être qu'il se fera. En tout cas, le président actuel de la Fédération de cyclisme de la Guadeloupe, M. Théobald, s'exprime sur le pass sanitaire, puisque la plupart des cyclistes seraient partisans, déjà ont le pass sanitaire pour le cyclisme. Il s'explique au micro de Charlie Dagonia. Le Grand Prix du Conseil départemental, déjà c'est une compétition qui était prévue en 2020. Nous avons reçu une subvention comme chaque année pour organiser cette compétition qui n'a pas pu se tenir l'an dernier. On l'a replacée au mois de mai, finalement avec la pandémie ça n'a pas pu se faire. Donc on l'a replacée là. Donc c'est une compétition qui a été reportée en 2021. Elle va se dérouler à huis clos. Concernant le départ et l'arrivée, huis clos total. Et le pass sanitaire sera exigé pour l'ensemble de la caravane, des coureurs, encadrants techniques, dirigeants de clubs, ainsi que les presses, forcément, parce qu'ils font partie aussi de la bulle. Donc de la voiture ouvreuse à la voiture balai, toutes les personnes doivent être sécurisées par le pass. C'est une loi qui incombe aussi l'organisateur que je suis, donc j'ai pas envie d'avoir de problème, donc je préfère l'annoncer. Et afin de permettre aux coureurs de reprendre la compétition en vue de la fin de saison, y compris le Tour. Et je pense que c'est jouable. Les clubs ont toujours su se mettre dans les règles pour le faire et nous les remercions d'ailleurs, ainsi que les arbitres aussi qui ont joué le jeu pour appliquer le pass sanitaire. Et déjà, le plus important, c'est voir l'état psychologique et physique des coureurs, parce que c'est les principaux acteurs. Et voir et faire un bilan après le premier week-end. Et voir surtout pour nous aussi, en tant qu'organisateurs, si nous sommes dans le vrai et capables à aller plus loin en matière de sécurité sanitaire. Et puis nous continuons aussi à rappeler aux coureurs que c'est une course de 3 jours, qu'ils peuvent participer avec le test PCR ou antigénique. Parce que là c'est la loi, mais on commence déjà à faire de la pédagogie en vue du Tour. Parce que ce sera compliqué d'aller faire 5 tests en 14 jours. Donc ce sera compliqué. Donc on les invite à réfléchir vraiment, parce que c'est valable 2 jours pour l'antigénique et 3 jours le test PCR, mais rappelant quand même qu'il y a des postes de transpondeurs dès le mercredi, jeudi la cérémonie d'ouverture qui est obligatoire, donc en fait avant que la course commence, il y a déjà des exigences pour la caravane, donc bon, on verra bien. Et voilà, nous allons ouvrir notre page politique les 12h42. Je vous l'ai dit, on va recevoir aujourd'hui, il est avec nous, Jacques-Marie Clair, qui est un militant socialiste de longue durée, puisque ça fait X années qu'il a connu le PS, qu'il n'a jamais quitté. Il a été conseiller municipal dans l'opposition à Port-Louis, il s'est présenté aux listes régionales dernièrement avec Pays Guadeloupe, mais c'est aussi un homme droit, un Guadeloupéen qui croit en l'avenir de son pays. Alors, Jacques-Marie Clair, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous motive pour pouvoir être premier secrétaire du PS? Déjà, merci d'être invité sur le plateau de Canadis. Merci d'Annick Zandonis. Déjà, un grand bonjour à toute la Guadeloupe et aux fidèles supporters de Canadis, à la grande famille socialiste, et particulièrement pour répondre à la question qui m'a été posée. Je dis que chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît des périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat, une victoire. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées ni par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. C'est mon exemple. Commandé par une éthique personnelle et une motivation hors pair, et en dépit de quelques désillusions sur le plan politique, je suis toujours resté fidèle à mon parti. Ma candidature n'est pas une candidature d'homme providentiel, mais plutôt celle dont la motivation est basée sur le désir d'offrir un vrai projet aux militants socialistes, un vrai projet à la Fédération socialiste, mais un projet politique consistant et cohérent
constitué de grandes lignes, dont les 4 grands axes que j'aurai l'occasion d'en parler ici, qui représentent un cap à venir, mais aussi, peut-être ça peut être nécessairement clivant, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a eu des textes d'orientation qui ont été votés, dont Olivier Faure, avec 73,60%, a remporté la victoire. Mais cela veut dire qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir unir cette grande famille socialiste. Et quels que soient les textes d'orientation, je dis il faut se rassembler. Jacques-Marie Clair, monsieur Hilaire Boudet a tenu le parti pendant quelques années. On dit globalement qu'il le laisse dans un état qui n'est pas très favorable. On imagine que d'ici quelques temps, d'ici octobre, vous soyez premier secrétaire. Quel va être votre cheminement pour essayer de remettre ce parti sur rail? Alors, comme je ne dis pas qu'il a déraillé, mais je dis qu'il est en situation assez complexe en ce moment. Non, comme je disais que tout se dessine autour d'un projet. Et si je suis ici, M. Danick Xandronis, c'est parce que j'ai mûrement réfléchi et j'ai cogité vraiment sur un projet pour les 10 ans à venir pour la Fédération socialiste. Alors, quels sont les grands axes de mon projet? Ce projet que je soumets aux militants, c'est déjà répondre aux nouveaux enjeux et aux défis politiques. Ça, c'est le premier axe. Le second axe, c'est renforcer et consolider notre action territoriale de proximité. Troisième axe, affirmer nos partenariats et nos positions locales et nationales. Enfin, le quatrième axe, quel regard sur les grands sujets politiques. Oui. Mais voilà ce schéma que je présente. Votre schéma directionnel. Ouais. Mais alors, en tant que militant, puisque vous êtes au parti depuis plusieurs années et vous avez vu un petit peu l'évolution des choses, pourquoi le parti s'est autant affaibli à votre avis? Avec beaucoup de recul, je dis bien avec beaucoup de recul, j'ai pris le temps d'observer. Et j'ai mûri grandement ma réflexion. Parce que si je me suis positionné, en dépit de tout dysfonctionnement d'organisation, de valeurs, d'éthique, etc., donc il y a aussi donc, le leader. Et quand je dis le leader, je ne cite personne par là, je dis qu'on a un projet, donc on le défend, on mène un combat, etc. Oui. Moi, je veux me positionner en disant que nous n'avons pas su gérer. Je dis nous parce que le fonctionnement, la Fédération socialiste, pour moi, ne se résume pas à un individu, loin de là. Même s'il y a un premier fédéral, je dis que c'est l'ensemble. Et dans l'ensemble, je dis, je peux aller même très fort dans mes pensées en disant, tous responsables, mais pas coupables. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai qu'en dépit des résultats politiques, je dirais qu'on n'a pas ressenti, et ça je ne jette pas la pierre à qui que ce soit, c'est de dire qu'il n'y a pas eu d'animation véritable au niveau de la base. Et là je dis qu'il n'y a pas de parti sans militantisme. Et là je crois qu'on a péché, il faut le reconnaître, on a péché dans ce domaine-là. Les sections, même si on dit qu'il y a un secrétaire de section, il doit animer, mais derrière je n'ai pas ressenti cette politique, cette ligne, ce cap qu'il fallait prendre pour dynamiser la section. Et d'où, encore une fois, mon travail, si toutefois les militants me font confiance, et ils me feront confiance, c'est d'aller vraiment dans la base, dans les sections, d'animer les sections, de prendre mon bâton de pèlerin, de passer de commune en commune pour qu'il y ait une section par commune. Mais aussi, ça ne s'arrête pas à avoir une section par commune. Il faut aussi animer aussi ces sections-là. Et pour animer ces sections-là, je crois que la première des choses à faire, si on fait du militantisme, quand même, on doit avoir une formation de base. Et je ne pense pas que... C'est vrai, depuis que je suis là, je peux le dire, on a fait, c'est chaque fois dans le cadre du concret, mais on n'a pas, pour moi, organisé des forums, des réunions, des séminaires, vraiment sur ce sujet-là pour interpeller les consciences ou la conscience du militant pour dire aujourd'hui, voilà, former, penser à la relève. Et je crois que tout cela est nécessaire si au jour d'aujourd'hui, on veut donner un autre cap, une autre direction, une autre vision au parti. D'après ce que vous dites en vous écoutant, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de militantisme au sein du parti, ça veut dire que c'est un parti purement électoraliste? Alors,
je ne veux pas, et ça encore, je le dis toujours dans mon projet, je ne veux pas que cela s'arrête uniquement à la vision, à la partie politique. Il ne faudrait pas qu'on oublie aussi les valeurs sociales, ce qui a fondé vraiment le parti. Ce sont des valeurs sociales, ce sont des valeurs d'éthique morale. Et à travers tout cela, je dis qu'on doit axer notre politique en dehors de l'aspect politique, mais sur la valeur sociale, sur la proximité, aller à la rencontre du citoyen lambda, du Guadeloupéen. Je ne pense pas, et je le dis en toute sincérité, que les Guadeloupéens nous attendent chaque fois qu'il y a des périodes politiques ou des, comment dirais-je, où on sait qu'une élection arrive. Okay, non, il faudrait qu'on change la donne. Il faudrait qu'on donne une autre image à la politique, et particulièrement, je suis de ceux qui disent en dehors de la politique, il faut qu'on soit vraiment dans cette population. Je prendrai un exemple très simple. Je dis en ce moment, on sait que l'école a repris. OK. Quelle action qui est menée pour accompagner les familles les plus nécessiteuses, sachant maintenant que c'est par Georges, c'est une semaine après en classe, ensuite c'est entre le présentiel et le distanciel. Peut-être qu'il y a pas mal d'enfants qui n'ont pas d'ordinateur. Et moi, l'idée qui a germé, c'est de dire par section, pourquoi ne pas faire une cagnotte, aller voir les entreprises sur son territoire, demander une participation et offrir un ordinateur aux enfants les plus nécessiteux. Voilà une action pour montrer qu'on n'est pas uniquement dans l'action politique, mais aussi on est dans l'action sociale. Et ça doit revenir, cette proximité entre la fédération, les sections, la population. Là, nous allons gagner la confiance. Je dis bien la confiance des Guadeloupéens. Ce n'est pas uniquement la confiance des militants socialistes. Parce que quand je suis ici, c'est vrai, je suis dans un cadre bien politique, fédération socialiste, mais je vois plus loin. Je dis population Guadeloupe. Je dis citoyen lambda. Je dis il faut aider, il faut écouter. Et là, si on veut gagner, je dis bien si on veut gagner en militantisme, si on veut gagner la confiance des Guadeloupéens, si on veut faire entrer d'autres Guadeloupéens au sein du parti, je ne dirais pas sans carter, mais alliés ou bien sympathisants, c'est cette action-là, c'est cette direction que nous devrions prendre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir de votre côté le nombre de sections qui fonctionnent réellement, pas qui existent, hein, je dis qui fonctionnent? Alors, pour ainsi dire, donc c'est vrai que il y a une vingtaine de sections, 24 sections sur le territoire de la Guadeloupe. Sur le territoire. Vraiment, les vraies sections qui fonctionnent, nous sommes à peine une dizaine, une quinzaine. Et c'est là que je dis qu'il y a une réflexion vraiment à mener. Que faudrait-il faire pour redynamiser des sections? Je ne vous le cache pas, hein. J'ai déjà appelé pas mal de militants, j'ai déjà appelé pas mal de sympathisants. Il y a des communes où il y avait des sections et ça n'existe plus. J'ai appelé ces camarades-là et je leur ai dit, voilà, l'objet de ma candidature, c'est de retrouver cette famille socialiste. Ils m'ont répondu, Jacques Cicéo, pas de problème, à nous arriver. Ça veut dire quelque part, il y a un mal-être, il y a un malaise. Mais je dis que tout individu, tout militant peut nous apporter et doit nous apporter quelque chose. Je ne rejette personne. Et c'est là que je dis que non seulement aller dans les communes où des sections existaient qui n'existent plus, mais voir ça encore plus loin. Pourquoi je dis plus loin? Parce que maintenant, une section avec 10 personnes, c'est vrai, c'est peu. Pourquoi pas ne pas se configurer comme la méthode et communauté d'agglo et constituer effectivement par bassin des sections, c'est-à-dire regrouper par bassin pour l'Union Bertrand Petit Canal, une grosse section. Oui. Ensuite, Mornalo peut-être. Pour lui, c'est la plus grosse section du Nord. Oui, oui. Pour l'instant. Oui. Pour l'instant, regrouper toutes ces sections avec des relais en interne. Voilà un projet que je soumets déjà aux militants socialistes de dire qu'on se regroupe par bassin, qu'on porte les réflexions parce que d'un bassin à un autre, les problématiques ne sont pas les mêmes. D'un territoire à un autre, les problématiques ne sont pas les mêmes. Comment nous voyons le développement de l'agriculture dans la zone grande terre? Comment nous voyons le développement du tourisme? Voilà, ce sont de véritables questions que l'on se pose et ensuite organiser des forums, des journées. Et comme je dis, ce que j'avais prévu aussi dans mon dossier, c'est la journée des secrétaires de section, la journée des sections, organiser des débats dans les sections pour inciter le maximum de personnes à y venir et ensuite, pourquoi pas, et créer cette belle journée qu'on attend pour qu'on puisse retrouver tout le monde ensemble. Deux petits mots pour terminer, puisque hier a eu lieu le congrès du Parti socialiste en France.
M. Faure a été réélu. Vous étiez dans son courant? Alors, je vais vous dire quelque chose d'Annick Zandonis. C'est vrai que j'ai voté la motion. Oui. Le texte d'orientation, je l'ai voté. Mais je ne suis pas de ceux qui disent je vais signer en toute âme et conscience. J'ai pris les deux textes. Oui. Je les ai analysés. Le texte de la folle et le texte... Et mon choix, c'est assez porté. Bon, je le dis ouvertement, maintenant je le dis, puisque ma section, la section en grande majorité, que nous avons voté pour le texte d'orientation de Olivier Faure. Oui. Parce que je reconnais après tout que, quoi qu'on dise, qu'il y a un travail qui a été fait. Puisque si on se réfère aux derniers résultats régional et départemental, le parti n'a pas failli. Au contraire, le parti a résisté. Et je dis de là, au moment où le bateau est en train de chavirer, il y a quelqu'un quand même qui a soutenu la barre et mené le parti à l'endroit où il est. Alors c'est de là, en portant toutes ces réflexions, je me suis orienté vers ce choix et en disant de toutes les manières, je suis élu demain premier fédéral, qu'on le veuille ou pas, on va tenir compte des directives nationales et l'appliquer aussi sur le plan local avec aussi nos spécificités. J'imagine aussi la dernière question, le 14 octobre, vous voterez pour Mme Hidalgo? Alors, de toute manière, nous aurons à décider au sein du parti. Donc, vous voyez que je ne veux pas dire voter, non. Là, c'est dans l'esprit collégial avec moi. C'est l'esprit collégial qui demeure. Des discussions vont s'engager et tous nous serons derrière le candidat que le parti aura choisi. Bien, Jacques-Marie Claire, on vous remercie de votre intervention. Alors, pour que les choses soient bien claires, je vous ai invité aujourd'hui. Demain, je vais recevoir M. Zelbin. Après-demain, je vais recevoir M. Hermin, qui est lui aussi candidat. M. Olivier Nicolas n'étant pas en Guadeloupe, donc pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Mais en tout cas, on vous souhaite de réussir, puisque vous êtes un combattant socialiste. Alors, pour l'appeler, voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. À tout le plaisir. Merci. 12h55, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec une autre socialiste, c'est Béatrice Bellé, mais cette fois-ci de la fédération du Parti socialiste en Martinique, et aussi Christelle Nanor, ex-candidate au régional, ce matin, ce midi. Nous sommes très politiques. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h04 dans le ZCL News en direct de Canal 10, vu en Guadeloupe, en Martinique justement. Et on va en Martinique, on va encore parler des socialistes, puisque après Jacques-Marie Claire, nous recevons maintenant une femme, elle est première secrétaire du parti de la Fédération socialiste en Martinique. Elle s'appelle Béatrice Bellé. Béatrice, bonjour. Bonjour, M. Zandonis, bonjour à tous les Guadeloupéens, les Martiniquais et puis à tous ceux qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Alors, on va d'abord parler un petit peu du congrès, du 79e congrès qui a eu lieu hier. Vous l'avez suivi, je sais, de très près. Bien sûr, vous avez regretté de ne pas y être. Globalement, comment vous avez ressenti ce qui s'est passé hier ? C'est comme d'habitude déjà un grand moment de convivialité. C'est ce qui m'a fait regretter de ne pas y être parce que nous vivons sous la camaraderie. Oui, bien sûr. C'est important pour nous. Donc retrouver nos camarades était important. Donc c'est ce que je regrette de ne pas avoir partagé déjà ce moment. Et puis c'est aussi un moment important du parti puisque c'est comme toute association une sorte de grande assemblée générale qui permet de renouveler les instances, qui permet aussi d'introduire le débat. Il y a eu débat. Il y a eu 2 textes d'orientation, dont un porté par une originaire de la Guadeloupe, vous la connaissez peut-être, Hélène Geoffroy, ancienne ministre, qui nous a permis d'échanger sur des idées, de faire aussi le débat à l'intérieur des fédérations. Et c'est toujours une bonne chose de rediscuter des lignes qui doivent être les nôtres, de nos préoccupations, qu'elles soient nationales ou locales. Vous avez le sentiment quand même que le PS, en France, on parlera tout à l'heure de la Martinique, est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête après toutes les défaites accumulées au cours des dernières années? Oui, le PS reprend. Alors, je crois que les bons espoirs se sont surtout matérialisés depuis l'année dernière avec des élections municipales qui ont été très bonnes, qui ont montré que de façon, dans la proximité en tout cas, les socialistes savaient œuvrer, savaient convaincre de ce que vivre sous une gouvernance socialiste était mieux vivre. Donc ça, c'est important de le rappeler. Dans les élections dernières territoriales, enfin conseil général, conseil régional pour
l'Hexagone, pareil, il y a eu des forts mouvements de confiance donnés aux socialistes. Je crois qu'on ne voit pas, et que ça vaut pour tous les partis, mais puisqu'on parle du mot, je crois qu'il faut qu'on se donne les moyens de ne pas décevoir les espoirs, parce que nous avons encore, en tout cas sur nos territoires, beaucoup d'espoir et beaucoup de socialistes qui sont peut-être un peu trop discrets, mais à qui il faut redonner confiance. Alors, il y a un problème quand même qui se pose en France en ce moment dans la gauche, c'est un petit peu la désunion totale, puisqu'on a les écologistes d'une part, Mélenchon, le Parti socialiste ou le Parti communiste, enfin pratiquement 5 candidats de la gauche pour les prochaines présidentielles françaises. Est-ce que c'est pas un peu trop en ce moment-là? Est-ce que le parti aujourd'hui, comme il y a quelques années, est capable de fédérer cette gauche? C'est en tout cas ce qu'il essaye de faire depuis un moment, et je crois que les Européennes en ont été la première preuve. Nous avons essayé d'ouvrir au maximum, d'être aussi ceux qui portaient l'idée de ce rassemblement des gauches. Alors évidemment, on n'a pas vocation à être toujours d'accord sur tout, mais il faut qu'on trouve le consensus. 5 candidats à gauche, c'est trop. C'est évidemment une autoroute laissée aujourd'hui à des idées nauséabondes par ailleurs, à des idées d'extrême droite qui prennent un peu trop de place dans le débat. Oui. J'appelle d'ailleurs nos compatriotes à la plus grande vigilance, parce que j'ai été très heurtée personnellement par les résultats des européennes. J'ai vu que le Front National faisait des extraordinaires même sur nos territoires. Je crois qu'il faut faire attention, qu'il faut redire à quel point les idées, le vivre ensemble, le vivre mieux, le social était indispensable pour une société qui vit mieux, l'écologie également. Oui. Il fallait que nous soyons en condition de proposer et de créer avec la population des projets qui permettent d'améliorer le quotidien, parce que les gens sont aussi dans leur quotidien. On a entendu jadis les Gilets jaunes le dire, fin du monde, fin du mois. Donc les personnes aussi sont très interpellées par ce qui peut être leur quotidien, et encore plus aujourd'hui en temps de crise sanitaire, quand on sait que les effets vont être des effets un peu de tsunami lorsque les aides de l'État vont commencer à disparaître. Donc, bien sûr, 5 candidats, c'est beaucoup trop. Nous allons encore ouvrir et proposer cette ouverture, mais je crois que dans ce temps, malgré tout, il importe qu'à l'intérieur des partis, nous définissions, pour ne pas être pris au dépourvu, celle ou celui qui sera le plus à même de porter nos valeurs, notre projet, et pour les Antilles et les Outre-mer que nous sommes, il faut que nous portions également et que nous participions de façon très forte à la construction d'un projet martiniquais, d'un projet guadeloupéen, mais d'un projet d'outre-mer également. Alors, sur la question de l'écologie, puisque hier, les écolos français ont fait leur référendum, entre guillemets, leur primaire. On a vu qu'il y a deux têtes de liste pratiquement qui sortent vainqueurs. Ça, c'est un premier point. Mais deuxième point, sur la question de l'écologie... Ils sont qualifiés pour le deuxième tour. Oui, bien sûr, qui va se faire la semaine prochaine. Mais sur la question de l'écologie, est-ce que le Parti socialiste n'est pas un petit peu trop timide sur cette question-là? Écolo responsable, on dit. Ah, mais non. On ne peut pas reprocher ça au Parti socialiste. Je crois qu'il a été fer de lance et qu'il fut un temps d'ailleurs où on le reprochait. Je crois que Ségolène Royal a fait à son époque, et notamment dans les accords de Paris, quelque chose d'extraordinaire dont certains pays sont sortis, à l'époque du président Trump par exemple pour ce qui est des États-Unis, et que le président Biden réintègre aujourd'hui. Non, je crois que le Parti socialiste porte l'écologie, qu'aujourd'hui d'autres partis portent l'écologie, mais que ce n'est plus l'exclusivité des partis comme les Verts, ou comme Europe Écologie Les Verts. Je crois qu'en plus c'est une préoccupation aujourd'hui nationale, une préoccupation locale pour ce que nous sommes, et je crois que nous ne pourrons nous passer décemment, sauf vouloir foncer dans un mur, sauf vouloir se tirer une balle dans le pied. Nous ne pourrons nous passer aujourd'hui d'une vraie vision écologiste sur nos territoires. Et évidemment, je pense à la Martinique et à la Guadeloupe, et je pense à la question du chlordécone, mais également donc à notre façon de vivre finalement sur nos territoires, où nous devons veiller à protéger davantage nos espaces naturels, à protéger du coup davantage
davantage nos populations de tous ces risques, naturels, c'est une chose, mais de tous ces risques aussi dans l'usage de pesticides ou de la pollution due à l'automobile. Mais je ne pense pas que l'on puisse dire que le Parti socialiste soit timoré sur la question écologiste, bien au contraire. Et en l'occurrence, l'une des candidates, Anne Hidalgo, se voit reprocher les pires choses parce qu'elle est maire de la ville la plus polluée de France, oui, et qu'elle prend des solutions et qu'elle, là aujourd'hui, a pris le cap de solutions parfois radicales, mais oui, indispensables à la santé de ses administrés. Alors, on va revenir un peu sur ce qui nous concerne, nous, la Guadeloupe, la Martinique. Est-ce que, j'ai pas vu la déclaration finale de forme, mais sur la Guadeloupe et la Martinique, qu'est-ce que le PS aujourd'hui propose à ces pays, à la Guadeloupe, la Martinique, au-delà, même la Réunion et les autres pays, les autres territoires? Qu'est-ce que le PS, quelle est la proposition du PS pour l'avenir institutionnel, le développement économique, mais surtout politique de ces pays? Je crois que nous avons fait la démonstration que Martiniquais, que Guadeloupéens, que nous étions en capacité de penser nous-mêmes un certain nombre de questions, parce que c'est vrai qu'à 8 km, il est un peu compliqué de pouvoir définir une ligne générale qui nous concerne. Nous avons des particularités, déjà l'éloignement, l'insularité pour certains. Oui. Les difficultés de la Guyane ne sont pas obligatoirement les difficultés de la Guadeloupe, et les difficultés de la Guadeloupe pas celles de la Martinique. Donc c'est à nous de construire ce projet socialiste pour l'outre-mer. Il doit évidemment tenir compte de ce que nous avons connu, donc du système de développement que nous avons connu et vers lequel nous avons envie d'aller, de cette nécessité aujourd'hui de penser le rebond, parce qu'il y aura un après-crise sanitaire, et il faut que nous le pensions. Nous avons déjà commencé, notamment avec la Fédération de Guadeloupe et la Fédération de Guyane, à réfléchir à des solutions. Nous allons d'ailleurs proposer, probablement dans le courant du mois d'octobre, un séminaire autour de ces questions de développement économique et de développement social. Oui. Mais le projet du Parti socialiste sera évidemment, parce que c'est le plus important, un projet de lutte contre les inégalités, parce que nos territoires sont encore malheureusement dans le top 5 des plus pollués, alors on l'a dit, mais des plus pauvres surtout, de ceux où il y a le plus de décrochage scolaire, de ceux où il y a le moins d'accès aux soins et à la santé, oui, et de ceux où l'éducation également est la plus mauvaise. Bon. Donc je crois que nous avons là des champs, en tout cas d'intervention, qui sont des champs de gauche, sur lesquels nous allons travailler avec un esprit socialiste très clair. Il faut que nous sortions de cet angle mort du développement de la République, et il n'est pas normal que nous nous retrouvions depuis tant de décennies dans ce top 5 des inégalités. Voilà, donc c'est un travail que nous devons faire, oui, et nous allons le faire très sérieusement et vous le présenter aussitôt qu'il sera finalisé et discuté, validé, amendé par les instances. Alors, je vous pose la question, mais je connais très bien la réponse, mais c'est le plaisir de vous entendre le dire, donner la réponse. Il y a Stéphane Le Foll d'un côté et Anne Hidalgo, qui est une femme, qui seront les deux candidats de la primaire, entre guillemets, du PS. Pour vous, le choix est déjà fait? Oui, il est déjà fait, mais ça reste des camarades, donc ils ont tous les deux, quoi qu'il en soit, et j'espère que chacun participera à la hauteur de ses capacités, de ses moyens, lui en tant que maire et en tant qu'ancien ministre par ailleurs, oui, mais participera évidemment de la construction de notre projet et de sa défense. De son portage. Je crois que c'est deux belles candidatures, sont des candidatures socialistes. J'ai une préférence pour celle d'Anne Hidalgo pour plusieurs raisons, mais je crois aussi que le parti s'engage vers cette candidature
qui est une candidature de changement, qui est une candidature d'avenir, qui est une candidature écologiste, et puis qui est une candidature aussi qui peut satisfaire les Outre-mer, parce que Anne a une sensibilité très forte à l'endroit des territoires d'Outre-mer, oui, et singulièrement... Et là, Audrey Pulvar, qui travaille avec elle, vous voulez me dire aussi? Notamment. Elle a porté d'ailleurs très fort cette candidature de Audrey Pulvar aux élections régionales d'Île-de-France. Je crois qu'elle était une des premières d'ailleurs à susciter et puis à porter cette candidature. Malheureusement, on n'a pas fait ce que nous espérions, mais ça prouve que Anne Hidalgo croit aussi en l'intelligence que l'on peut avoir créée et voir naître sur nos petits pays. Béatrice Bellé, une dernière question, mais là aussi, la réponse ne fait pas de doute. Vous êtes la seule candidate à votre propre élection. Alors, ça veut dire quoi? C'est un plébiscite ou ça veut dire que personne n'est intéressé par prendre la direction de la Fédération de la Martinique? Écoutez, il y a eu des débats, du coup, nous sommes en plein congrès. Donc, le congrès, c'est pas seulement le renouvellement du premier secrétaire national, c'est aussi le renouvellement des instances fédérales. En l'occurrence, il y a à peu près dans le même équilibre d'ailleurs des camarades qui sont signataires de la motion d'Hélène Geoffroy. J'étais pour ma part signataire de la motion d'Olivier Faure. C'est eux qui sont venus me voir pour me dire qu'ils ne poseraient pas de candidature parce qu'ils ne sont plus que satisfaits du travail que j'ai entrepris, du travail de renaissance que j'ai entrepris de la fédération. Donc je ne dirais pas que c'est un grand plébiscite, mais c'est un plébiscite quand même. C'est un plébiscite. Bien, écoutez, on vous remercie en tout cas d'être intervenu en direct dans notre journal. Et puis, comme vous êtes déjà pratiquement secrétaire fédéral, donc on ne vous dit même pas bonne réélection, on vous dit simplement à très bientôt. À très bientôt. Merci de m'avoir invité à... Pas de souci, Madame Bellé. Bien, il est 13h18, qui est une femme politique pour une autre qui est avec nous, Christelle Nano, malheureusement, dans des conditions un peu particulières. Christelle Nano, bonjour. Bonjour, Monsieur Danican. Merci. Monsieur Zandronis. Danican, c'était ce matin. C'était ce matin. Bon, Danican, je sais, tout souvent on fait l'erreur. Alors, visiblement, ça s'est mal passé après la fin de votre candidature au régional. Qu'est-ce qui s'est mal passé réellement? Ce qui s'est mal passé réellement, en tout cas la raison pour laquelle je me suis manifestée, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, c'est que nous avons une dette, un solde de facture que nous devons à un prestataire et ce solde n'a pas été réglé. Oui. Il aurait dû être réglé parce que si chaque personne avait apporté sa contribution telle que ça avait été initialement prévu et convenu, oui. En fait on n'aurait pas eu cela. On aurait même eu plus d'argent que ce qui était initialement nécessaire pour financer notre campagne et donc ça nous aurait permis d'aller plus loin et de faire une campagne encore plus grande que celle que nous avons pu proposer à la population guadeloupéenne. Et pourquoi vos collaborateurs, vos amis, vos camarades, je ne sais même pas comment les appeler. Colistiers, ce sont des colistiers, donc des colistiers. Ne passent pas à la caisse, qu'est-ce qui se passe? Il faut leur poser la question à eux parce que moi j'ai beau essayer d'avoir une réponse, je n'en ai pas. J'ai appris ce matin qu'il y avait un communiqué et que dans ce communiqué, c'est ce que me disait d'ailleurs M. Danican, qu'il exprimait qu'il n'était pas de mauvaise foi, oui. mais que c'était des problèmes d'organisation, de gestion du parti vous avez tout qui leur posait sur vous. Oh, pas le moins du monde. Vous preniez toutes les décisions financières et que personne n'avait droit à la parole. Ah non, c'est pas vrai. Je pense que les personnes qui me connaissent savent bien que c'est faux. Je pense que si les signataires en sont convaincus, je ne sais pas combien de personnes ont signé le document, mais je ne pense pas que l'ensemble puisse soutenir un discours comme celui-ci et je pense être en mesure de ramener quand même pas mal de personnes qui pourraient dire l'absolu contraire. Non, c'est faux. J'ai toujours fait en sorte de déléguer d'ailleurs, et j'ai peut-être même un petit peu trop délégué parce qu'il y avait tellement à faire que je ne pouvais justement pas être partout et penser à tout et tout faire et j'avais des personnes qui avaient déjà participé à des élections, qui avaient des connaissances, qui m'ont dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi, j'ai suivi les conseils et j'ai beaucoup fait confiance surtout et c'est cette confiance aujourd'hui que je suis en train de dire. On dit dans ce communiqué le financement et la gestion financière du parti monopolisé par la présidente.
c'est compliqué de monopoliser une gestion lorsqu'il y a si peu d'argent qui rentre. Il y a chacun a ramené ce qu'il avait, ce qu'il pouvait. Certains n'ont strictement rien ramené du tout. Et franchement, ça passait beaucoup plus par notre... C'est notre trésorier, Pierre Chadou, même qui dit que vous avez vraiment fermé, tout verrouillé. Non, c'est faux. Monsieur Chadou a même dit que j'ai lui empêché l'accès au compte bancaire du parti, alors que le parti n'a pas de compte bancaire. Donc, bon, quand quelqu'un me dit une chose pareille, on comprend un petit peu la hauteur de tout ce qui suit. Oui. Non, je pense qu'on est vraiment dans une volonté de critiquer et de descendre une personne qui leur a fait strictement aucun mal. Oui. Je ne leur demande pas de donner l'écart entre ce qu'ils ont pu donner et ce qui était censé être donné. Pas le moins du monde, la campagne est déjà finie. Je demande juste qu'on fasse le nécessaire pour que le chef d'entreprise qui nous a fait confiance en acceptant de nous faire nos impressions, alors qu'on était une nouvelle équipe, un nouveau parti qu'il ne connaissait pas et qu'il de base ne voulait pas, qu'il a quand même cédé, il a fait confiance, et qu'on puisse lui dire merci d'avoir fait confiance, voilà votre argent. C'est tout ce que je demande, moi. Je ne demande pas le reste. Toute autre considération, pour moi, c'est de la poudre aux yeux et c'est pour détourner du sujet primaire qui est payons notre prestataire de service. Non, je vous dis un petit peu pour qu'on comprenne bien. Dès le départ, Mme Nano a affirmé qu'elle n'avait pas un seul euro disponible pour le financement de sa campagne. Vrai ou faux? C'est vrai et faux à la fois, puisqu'on s'était tous dit qu'on allait mettre 2 000 euros. Oui. Et moi, j'ai mis mes 2 000 euros. J'en ai la preuve. Vous avez mis vos 2 000 euros? Bien évidemment. Oui. Absolument. Je suis une personne responsable, moi. J'ai dit que je paye mes 2 000 euros. J'ai payé mes 2 000 euros. J'étais très surprise ce matin d'entendre que M. Chadou était signataire de ce document, étant donné qu'il n'a rien à voir avec ce problème de financement, parce qu'il a mis ses 2 000 euros. Il a même mis plus que les 2 000 euros. Oui. Donc, je ne comprends pas pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui, il estime être bafoué dans cette histoire, puisqu'il n'est pas concerné. Je ne vais pas vous donner toute la liste, mais enfin, il y a plusieurs personnes, Chadou, Coquin, Cancel, Lolia, Montout, etc. Ce sont des personnes qui ont soit très peu ou pas du tout donné. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez été naïf ou quoi? C'est pas de la naïveté, j'ai fait confiance. J'ai fait ce que, effectivement, on nous reproche souvent de ne pas faire entre Guadeloupéens, se faire confiance, à travailler ensemble. Ce sont des personnes... c'est vrai qu'on n'était pas là, mais quand ils sont venus, qu'on les a rencontrés, qu'on a discuté, il n'y avait pas d'éloge qui était trop belle sur nos idées, sur notre posture, sur l'organisation politique. Ah oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai adoré. Il y en a qui m'ont dit, je suis venue parce que c'était un parti humaniste et que du coup, je crois en cette valeur et je veux apporter ma pierre à l'édifice. Donc, on avait vraiment... des mots, des envies, une volonté qui était très affirmée de s'engager, de travailler fortement ensemble. Et lorsque nous avons annoncé qu'il fallait, pour celles et ceux qui voulaient être en position éligible, une contribution financière à hauteur de 2 000 euros, ce qui me semble très, très peu par rapport à d'autres campagnes et d'autres listes qui ont très certainement demandé plus à leurs colistiers, tout le monde a dit oui. Tout au calme, tout naturellement, tout le monde a dit oui. Et aujourd'hui, certains ont donné 200, 400, 500 euros. Ils ont estimé que c'est bon, c'était fini. Il y a même des gens qui ont mis 0 ou 50. Mais alors, au mauvais payeur, en ce moment-là, il est 13h24, vous êtes dans le ZCL, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Puisqu'ils vous regardent de toute manière, ils savent que vous êtes là. Et je ne vais pas vous dire de citer leur nom, mais enfin, ils se connaissent. On a vu la disparaître tout à l'heure. Ils se connaissent. On est entre adultes quand même responsables. Enfin, pas responsable, mais en tout cas entre adultes. Presque responsable. Voilà, presque responsable. Moi, j'ai envie de leur dire pas grand-chose. C'est soit de faire ce qu'ils ont à faire aujourd'hui, maintenant, d'assumer leur responsabilité et d'agir en conséquence, soit j'espère qu'un jour, ils auront le poids de la culpabilité de leur renoncement et que ça va leur peser suffisamment sur la conscience pour agir autrement dans l'avenir, pour eux-mêmes et pour leurs proches, leurs familles. Voilà. Sur les réseaux, vous avez dit que la dette était d'environ 7 200 euros. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes à combien? Au jour d'aujourd'hui, vu tout ce qui a été donné par les dons que j'ai reçus... Les dons des mauvais payeurs ou d'autres personnes? Non, aucun de mes colistiers n'a donné d'argent. Aucun de vos colistiers n'a donné d'argent? Aucun de mes colistiers n'a donné d'argent, même pas 10 euros. Ce sont des bandits? Ce sont des Guadeloupéens qui me donnent. J'ai des dons entre 20 et, sur la cagnotte, entre 20 et 100 euros. Oui. J'ai reçu 200 euros en espèces d'une personne et 500 euros qui m'ont été virés sur mon compte que j'ai déjà transféré à la. Il vous manque combien en ce moment? Donc, il manque 6 000 euros.
6 048 € et 65 centimes précisément. Dans ce genre d'affaires, il n'y a pas de recours administratif, etc. Il y aurait pu avoir recours administratif, sauf que comme j'ai l'impression d'avoir été dans une espèce de complot, hein, sans vilain jeu de mots. Complot là. C'est-à-dire que quand on regarde les choses après en feedback, on se dit mais il s'est quand même passé des choses qui sont bien tombées, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le jour où on a fait notre grosse réunion, on a fait un gros manger, tout ce qu'il fallait, et que ce jour-là, on devait faire signer les engagements financiers de chacun. Donc tous les engagements ont été rédigés, mais personne n'a signé. L'imprimante de la secrétaire ne fonctionnait pas. Donc rien n'a été imprimé et donc rien n'a été signé. Personne n'a signé. Donc moi Et vous n'êtes pas inquiété de ça? Non, parce que confiance. Les gens me disent, c'est ce qu'on appelle de la naïveté. La prochaine fois, je vais faire. Non, c'est pas de la naïveté, franchement. Bon, alors si vous voulez appeler ça comme ça, c'est si vous voulez, mais j'ai fait confiance. J'ai fait confiance. Vous regrettez d'avoir fait confiance? Je n'ai pas de regret d'avoir fait confiance parce que si je regrette, je n'aurai plus jamais confiance en personne. Je regrette que ces personnes se sont comportées comme elles se sont comportées. Parce que personnellement, j'ai été en tout temps, autant que possible, dans une forme de droiture et de respect vis-à-vis de ces personnes. Quand il a fallu que moi, je mobilise mes sous, je n'ai pas fait derrière, je n'ai pas demandé de délai, je n'ai pas négocié, je n'ai pas payé en plusieurs fois, j'ai donné tout d'un coup. Donc le parti, la LGCA, n'existe plus financièrement, je parle. Non, financièrement non, mais le parti existe, c'est une organisation politique avec des membres qui sont là, il y en a qui sont en attente, que j'ai demandé à ce qu'ils patientent. Les colistiers n'étaient pas membres de LGCA. Certains colistiers sont membres. Et même ceux qui étaient membres n'ont pas payé. Tout à fait. C'est incompréhensible. Mais moi qui suis dedans, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je ne comprends même pas pour quelles raisons est-ce qu'ils ne veulent pas payer. C'est-à-dire qu'ils savent, ils le savent, puisque ce matin, c'est ce que M. Danican me disait au téléphone, qu'ils ont dit dans leur communiqué, c'est pas de la mauvaise foi, hein, c'est qu'on veut gérer des problèmes de gestion de parti. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Donc c'est une punition alors qu'on vous inflige. Ça n'a rien à voir, la gestion du parti, avec une facture. Rien à voir. Oui, alors qu'est-ce qu'on vous reproche sur la gestion du parti alors? Je ne sais pas, puisque ces personnes ne m'adressent pas la parole depuis des semaines. Donc je veux bien être en mesure de discuter et de trouver un terrain de résolution de problèmes. Faut-il que j'ai connaissance de ces problèmes? Et je ne le sais pas. Alors, parce que vous avez parlé de méchanceté guadeloupéenne. Oui, parce que c'est de la méchanceté. Lorsqu'on arrive au stade où on sait qu'on doit quelque chose et qu'on ne le fait pas volontairement, comme on appelle ça, c'est du déni et de la méchanceté. Oui. Et une dernière chose, quel dysfonctionnement qu'il y a eu dans le parti, en dehors de cet aspect financier, quels sont les dysfonctionnements? Parce qu'ils en parlent dans le communiqué, qu'il y a eu un dysfonctionnement. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il faut leur demander à eux quels sont les dysfonctionnements. Mais de votre point de vue... Pour ma part, un parti qui a été créé en février, enfin, un peu avant, mais légalement en février, qui 3 mois plus tard n'a pas vraiment eu de vie. La seule chose qu'on s'est contenté de faire, c'est de préparer les élections. Donc on n'a pas fait de gestion de vie forcément du parti. Et ensuite, on va aux élections. Et après les élections, on est... Enfin, pour ma part, je suis focalisée sur la résolution de ce problème. Faudrait-il qu'il y ait une vie de parti pour avoir quelque chose à gérer? Oui. Donc je ne sais pas quels sont les dysfonctionnements. Le parti n'a pas fonctionné en fait, réellement. Pas encore. Le parti n'a rien encore organisé, ne s'est pas encore investi dans une démarche de créer une manifestation. Non, on n'a pas encore fait ça. Et c'est ce que j'aimerais que nous fassions. C'est ce que d'autres membres attendent de ma part. Et je leur ai dit, tant qu'on n'a pas terminé avec ça, je ne peux pas regarder vers l'avant. Donc il faut qu'on s'occupe de ce problème, de cette difficulté aujourd'hui. Et je suis très impressionnée par la proportion que prend cette chose. J'ai juste mis un post parce que j'avais envie de partager cette souffrance que je ressens, parce que je me sentais désarmée face à des anciens colistiers qui ne me répondaient plus. Et c'est bien que ce soit aussi peut-être couvert en même temps, mais ça prouve à quel point est-ce que des personnes peuvent être vraiment méchantes. Oui. D'autant plus que, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes au chômage. Tout à fait, mais c'est de nos... Donc vous n'avez même pas les moyens de payer personnellement. Non, même si je voulais contracter un prêt, ce n'est pas possible. D'accord. Donc vous lancez un appel là? Je lance un appel. Déjà, je voudrais remercier les personnes qui ont donné, parce qu'elles n'étaient pas obligées, elles l'ont fait de bon cœur avec un message très positif pour vraiment m'encourager à ne pas baisser les bras et à continuer de m'engager, de m'investir politiquement et faire un appel à celles et ceux qui sont informés et qui peuvent apporter une contribution. Sur la cagnotte, j'ai demandé 10 € parce que pour moi,
voilà, en tant que Guadeloupéenne, Grindiri qui a fait ça Diri. Donc, si avec 600 personnes, j'ai 10 euros, c'est bon, c'est fini. On n'en parle plus, on peut passer à autre chose. Vous continuez la politique? Je ne lâcherai jamais tant que j'aurai de la foi en ce que je fais et la foi en la population guadeloupéenne. Christelle Landon, merci et bon courage. Merci beaucoup. Pas molli, comme on dit. Merci, M. Antoine. Il est 13h30, on prend la deuxième pause. On va recevoir dans un instant Kenisha Mougon pour la chronique digitale For Progress. C'est dans un instant, tout de suite. Voilà, il est exactement 13h36 minutes dans le ZCL News et on a plaisir à accueillir Kenisha Mougon. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toi. Retour à la chronique Digital for Progress avec un invité comme d'habitude. Toujours un invité de valeur aujourd'hui. Monsieur Pascal Létan, bonjour. Bonjour Monsieur Zandoni. C'est vous qui faites l'effet papillon. Absolument. Président de l'association. Et on revient vers vous dans une seconde. Alors, Kenny, on va parler de forum de transition pour une Caraïbe durable. C'est bien ça, forum de transition pour une Caraïbe durable, un forum qui aura lieu demain et après-demain. Déjà donc c'est pour ça que je suis revenu plus tôt. Ça fera en présentiel ou en distanciel? On a beaucoup hésité, mix, hybride, et finalement, le contexte sanitaire oblige, ce sera un forum qui sera totalement en distanciel. Sur une plateforme dédiée. Où il y aura pléthore d'ateliers, de workshops, de regards croisés, vraiment sur cette dynamique et cette thématique qu'est la transition et surtout la dimension durabilité. Et pour le contexte, c'est qu'on est sur un consortium d'acteurs qui se sont réunis pour mettre en place ce forum. Et le leader, c'est notre ami Pascal Létan, président de l'association L'Effet Papillon. Oui. Donc déjà de 1, Danick a posé la question, qu'est-ce que l'effet papillon, Pascal Létan? Alors d'abord, le leader, c'est un bien grand mot. C'est plutôt celui qui aide à coordonner tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de leader chez nous. On essaie de tous porter ce projet d'une même et seule voix. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'Effet Papillon, c'est une association qui a été créée en 2015 pour porter les conférences TEDx-Pointe-à-Pitre. Et depuis 2019, on a en interne fait un travail. On a réinterrogé, si vous voulez, la raison d'être de l'association, parce qu'on a considéré que faire des conférences TEDx, c'est bien, mais on ne va pas assez loin. On est sur l'émerveillement, la prise de conscience, etc. Mais si on veut un changement durable, il faut aussi développer l'axe accompagnement. Donc l'Effet Papillon est devenu depuis un centre de formation, un centre de développement des compétences. Et on agit, si vous voulez, sur trois axes. Le premier, c'est la prospective. Se projeter, imaginer un futur désirable. Un deuxième axe qui est le développement durable stratégique. Parce que pareil, le développement durable, ça obéit à des règles. Et que malheureusement on ne nous a pas enseigné. Vous voyez, quand vous montez sur un terrain de foot, pour faire l'analogie, les deux équipes jouent à un jeu et elles arrivent à jouer à ce jeu, elles arrivent à obtenir un résultat à la fin de ce jeu parce qu'il y a des règles. Et nous, en tant qu'êtres vivants, faisant partie de la nature, on n'a pas dicté les règles. Donc on n'a pas fixé les interdits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça un peu le développement durable stratégique, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour être durable et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et ces règles-là, elles ne sont pas comprises. Et quand elles ne sont pas respectées, on voit ce qui se passe en France, dans le Gard par exemple. J'espère que ça ne nous arrivera pas un jour, mais c'est extraordinaire, la transition climatique n'étant pas respectée, les règles n'étant pas respectées. Mais les problèmes d'écologie, en tout cas de dérèglement climatique, ces problèmes ont été identifiés dans les années 70. Dans les années 70, les premiers diagnostics disaient déjà à l'époque qu'on allait arriver là où on en est. Sauf que chacun a joué sa partition et à aucun moment on a décidé véritablement des règles. L'homme s'est octroyé, si vous voulez, un droit suprême sur la nature alors qu'il est la nature. Par exemple, nous sommes les seuls êtres vivants à produire des déchets. Dans la nature, ça n'existe pas.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc déjà, on a... Voilà. Et donc, sur ce forum, on est sur un Tour de France, hein, c'est bien le mot, un Tour de France des ODD, et on a demain et après-demain une étape qui va se passer en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, donc le forum est issu j'ai envie de dire, de la convergence de plusieurs acteurs et manifestations. Et ça aussi, le Covid nous apprend ça, c'est-à-dire que d'y aller chacun de son côté, ça n'a pas de sens. Oui. Ça n'a plus de sens. Voilà, donc nous on voulait déjà faire ce forum des convergences il y a un peu plus de 2 ans, on n'a pas pu le faire parce que voilà, pour les conditions que vous connaissez. Ensuite on avait la CCI, la Chambre de commerce de Guadeloupe, qui avait aussi ses rencontres pro du développement durable. Et là c'est intéressant parce que l'effet papillon c'est un acteur associatif, la CCI c'est un acteur, enfin c'est une organisation qui chapeaute les acteurs privés, les entreprises, donc ça fait un deuxième acteur voilà. Ensuite, pour l'institutionnel, on a parlé le projet s'est construit avec la DEAL, qui est un institutionnel, qui portait le forum. Alors, ils voulaient organiser un forum pour le diagnostic alimentaire, le Diagalim. Voilà, ils avaient des choses qu'ils devaient faire, mais qui n'ont pas pu être faites. Et puis, pour revenir à ce que Kenny disait, il y a aussi le comité 21. Oui. Le comité 21 qui accompagne les institutions dans la compréhension des objectifs du développement durable et de l'agenda 2030. Donc ils avaient prévu de faire une étape Antilles, ça n'a pas été possible pour les mêmes raisons. Oui. Donc on s'est dit pourquoi ne pas fusionner tous nos événements en un seul. Oui. Et puis il nous manquait un acteur essentiel qui est la tech, parce qu'aujourd'hui on doit s'adapter. Alors la tech n'a pas la solution, d'accord, mais c'est aussi un contributeur, et c'est comme ça qu'on a fait appel à... Enfin, on n'a même pas fait appel, on s'est rencontrés. Voilà, ça s'est fait naturellement. Et l'évidence a vu que la Tech for Good et la dimension de développement durable, ça va de fait. Hein. Pour nous, c'était pas possible de faire... autrement. Enfin, je veux dire, même au niveau TEDx Pointe-à-Pitre, on avait un problème par rapport à ça, c'est-à-dire que on ne peut pas le faire sans les technologies, sans les outils qui nous permettent d'optimiser. Oui. Voilà. Alors techniquement, comment ça se mettre en place demain? Alors, il y a une plateforme dédiée qui se trouve actuellement en ligne. Hein. C'est Forum des transitions pour une Caraïbe durable. On trouve très rapidement sur Internet. Auquel cas, sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, LinkedIn, que ce soit l'effet papillon, hashtag Guadeloupe, CCI, DEAL, Comité 21, voire Convergence. Donc on s'inscrit automatiquement, on reçoit ses identifiants. Demain matin, ça commence à 8h30. Ça commence à 8h30 avec une conférence d'ouverture qui aura lieu. Alors, c'est le seul événement qui sera en présentiel, mais sans public. Donc à huis clos, qui aura lieu entre 8h30 et 9h, 8h30 et 9h30 à la DEAL à Basse-Terre, en présence du préfet, du président de région, du président par intérim du département. On aura un représentant de la CCI, un représentant de la DEAL, le commissaire au développement, aux ODD qui est en métropole, donc il va intervenir par visioconférence. Donc ça c'est sur 1 heure, pour lancer le forum. Donc les spectateurs sont en ligne, d'accord. Donc il suffit d'aller sur la plateforme, comme disait Kenny, pardon. Attention. Comme disait Kenny, excuse-moi. Donc sur la plateforme. Forum des transitions pour une Caraïbe durable sur Google, notre ami, vous allez trouver ça, donc il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, donc il y a un petit document qui demande qui demande d'être renseigné, nom, prénom, etc. L'organisation, s'il y en a une. Et ensuite, vous pouvez vous balader sur ce forum. C'est comme si c'était un forum en présentiel. Donc il va y avoir des espaces, des salles, etc. Et les gens vont pouvoir choisir leur atelier, ce à quoi ils veulent assister. Et pendant 2 jours, il va y avoir toute une série d'ateliers et de tables rondes réunissant des acteurs issus de secteurs différents. C'est un forum multi-acteurs. Et l'idée de ce forum, c'est faire croiser les regards. Parce que pareil, si vous voulez,
chacun. Alors, on est dans un pays où ça bouge beaucoup. Il y a plein d'initiatives, il y en a, mais à foison. D'accord ? Et en fait, en réalité, ça fait une grosse agitation parce que ça n'est pas coordonné. Chacun va dans notre. Chacun on fait ce qu'on a à faire, mais de façon cloisonnée. Dans son coin. Voilà, de façon cloisonnée. Et l'idée ici, c'est de réunir sur une même thématique. Alors, ça a été très compliqué de sélectionner les thématiques parce qu'on en avait 50 000. Donc, il a fallu faire un programme qui soit digeste. Donc, l'idée, c'est de permettre à des acteurs issus de secteurs différents de partager leur regard. Et ça va être le début de quelque chose. Est-ce que tu peux nous définir les différents piliers ? Quels sont les différents piliers sur lesquels il y aura ces regards ? Et un petit peu plus sur le programme pour inciter la bête d'année qu'à se connecter demain. Oui, non, mais ça m'intéresse, le développement durable, bien sûr. Alors, on a, j'ai envie de dire, 4 grands piliers quand on parle de développement durable. Alors, 3, mais on aime bien parler d'un 4e. Vous avez d'abord l'environnement. Oui. Sans un environnement, je vais dire, sain, préservé, respecté, il n'y a pas de social, il n'y a pas d'individu. D'accord ? Et s'il n'y a pas d'individu, il n'y a pas d'économie. Vous faites comme vous voulez. D'accord ? Et bien en amont de tout ça, il faut de l'éducation. C'est pour ça que nous, on parle de 4. En réalité, il y en a 3. L'environnement, le social, donc l'humain, et l'économie. Et ça ne peut pas être autrement. Nous, notre société, on a mis d'abord l'économie et après on s'arrange pour le reste. Or, c'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. Tout à l'heure, on parlait de règles et d'interdits. Toutes les dérives d'une société basée uniquement sur l'économique, la rentabilité, etc., etc. Ça donne ce que ça donne. Oui. Après, peut-être l'amalgame qu'on fait sur le développement durable, c'est qu'on renferme ça uniquement sur l'environnement, alors que l'environnement, c'est qu'un pilier. C'est pas l'essentiel. C'est beaucoup plus large. On parle de social, voire de sociétal. On parle aussi de sociétal. On a trop rattaché le développement durable à l'écosystème, à l'écologie. À l'écologie, et je pense qu'il faut élargir le champ et le paradigme. Alors, c'est bien de l'écologie, qu'on soit bien d'accord. Quand on parle de développement économique durable. Il faut que ce qu'on est en train de mettre en œuvre, il faut que ça puisse durer dans le temps. Il ne faut pas que ça soit des choses. Vous voyez, aujourd'hui, on invente des solutions pour pallier à des problèmes. Je vais vous en donner un qui est relativement facile. Bon, après, je vais peut-être me faire incendier, mais peu importe. Non, mais on va y aller. On vous remplace aujourd'hui la voiture thermique par la voiture électrique. En nous faisant quoi que c'est la solution. Bon, c'est peut-être la moins pire maintenant. Moi, j'ai une voiture électrique, donc c'est peut-être la moins pire. Mais ça n'est pas la solution, parce que la voiture électrique porte en elle les problèmes de demain. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à la batterie. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas un raisonnement. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'abord de se mettre d'accord sur un futur désirable. Qu'est-ce que nous voulons pour nous, pour nos enfants ? Et ensuite, trouver le chemin pour y aller. D'accord ? Et c'est pas ça qu'on fait dans le raisonnement. Et surtout qu'on est sur une île. Pire. Pire. Alors, c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. Alors, dites-moi l'avantage. Le côté insulaire, le côté double insulaire, le côté où on a un territoire qui est limité, qui est restreint, qui est limité, ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'agilité. D'accord ? Et on a suffisamment de ressources aujourd'hui ici pour être totalement souverain dans plein de domaines. Parce que la biodiversité suffit quand même à... Mais dites-moi ce qu'on ne peut pas faire pousser ici. Dites-moi ce qu'on ne peut pas cultiver ici. Dites-moi ce qu'on ne peut pas faire ici. On peut faire de l'énergie parce qu'on a de l'eau en abondance, on a du soleil, on a du vent, des alizés, on a de la houle. D'accord ? Au niveau climatique, on est dans un climat subtropical, tropical, donc on a, je vais envie de dire, tout pousse ici. On pourrait être... Le vin qu'on boit, il vient d'ailleurs, mais on a de quoi faire pousser du vin. Ici, on pourrait faire 2 récoltes par an. Non, mais c'est vrai. Mon père plantait des raisins à Baïf. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mon père faisait des raisins à Baïf. Vous savez qu'il y a une loi qui interdit qu'on plante des raisins ici. Mais non, je sais depuis longtemps. Et je donne un autre exemple. À Saint-Claude, je connais quelqu'un qui a fait pousser des pommiers. Sérieux. Et j'ai mangé des pommiers de ce gars-là à Saint-Claude, des pommiers. Chez nous, on est en train de planter des arbres et on a mangé il n'y a pas longtemps des... Ah, zut. C'est quoi?
Ça me reviendra tout à l'heure. En plus, un fruit que j'adore. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra tout à l'heure, mais tous les fruits poussent ici. Moi, j'ai fait de la pomme de terre chez moi, je fais ce genre de choses. Et je ne suis pas un spécialiste, simplement pour se tester. On fait pousser du kiwi, on fait pousser du... et il ne vient pas. Hein. Il ne vient pas, ça reviendra tout à l'heure. Par rapport à un salon traditionnel qu'on peut voir quelquefois sur tout ce qui est thématique assez importante, c'est quoi la différence par rapport au forum? Est-ce qu'on est sur un coup d'essai, un coup dans l'eau, ou est-ce qu'il y a vraiment une continuité derrière? Alors, la première chose en termes de format, c'est qu'on aura plusieurs regards croisés simultanément aux mêmes horaires sur la même journée. Donc, à chacun de se connecter, de choisir celui qui l'intéresse le plus. D'accord? On va essayer de diffuser aussi. Enfin, on va essayer. Il est prévu qu'on fasse des Facebook Live. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas diffuser tous les regards croisés, puisqu'il y en a à minima 3 à 4 en simultané, 3 fois par jour. Donc on ne pourra pas tous les diffuser, on va en diffuser un à la fois. Mais ensuite, on pourra les mettre à disposition. Voilà. Alors la question, parce que on a eu ici quelqu'un qui s'occupait du développement durable, Anaïs Top, qui travaille à Cap Excellence. Et on a le sentiment que j'ai, c'est que chaque fois on recommence les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une continuité, une pérennisation. On est parti de ce constat-là. Ouais. On est parti de ce constat-là. Et d'ailleurs, dans la construction du forum, en référence, pour construire, on s'est appuyé sur ce qui s'est déjà fait. Oui. D'accord ? Et on s'est rendu compte, en fait, effectivement, qu'il y a plein de choses. Il y a plein de plans de tout ce que vous voulez. Il y a plein de forums de tout ce que vous voulez. Oui. Et notre idée, c'est exactement c'est d'abord de mettre ça en avant. Je vais vous dire quels sont les objectifs du forum. Les objectifs du forum, ça va permettre de bien comprendre. Et je vais prendre les notes pour ne pas me tromper. En tout cas, voilà. Alors, les objectifs du forum, c'est, pour être très précis, d'accord. Pourquoi je ne le vois pas? Pardonnez-moi. Hein. Bon. En tout cas, je vais... Monsieur, ce qu'il fallait peut-être communiquer, c'est quelle sera la suite? Il y aura les forums, le forum les 2 jours. C'est l'après-forum. C'est l'après-forum. C'est l'après-forum. L'ambition du forum. Voilà, je n'étais pas au bon endroit. Donc la première des choses, c'est partager une vision et des objectifs communs pour accélérer notre transition territoriale. C'est mettre tous les acteurs, d'accord, issus de secteurs différents, autour d'une table et croiser les regards. On ne veut pas qu'il y ait de débat. On n'est pas là pour débattre. On est là simplement pour que chacun nous dise quelle est sa vision du sujet, qu'est-ce que son organisation, qu'est-ce que son entité met en œuvre pour porter ce sujet. D'accord ? Voilà. Il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il peut, chacun fait ce qu'il peut. La deuxième ambition, c'est de favoriser donc la synergie multi-acteurs impliqués dans l'élaboration de l'agenda 2010. C'est de faire en sorte qu'on travaille ensemble. Oui. Et donc ce forum, en fait, c'est le début de en tout cas, on souhaite que ça soit le début de quelque chose. Je le souhaiterais fortement. Hein. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on puisse commencer à construire après ce forum. C'est pas faire un forum pour faire un forum, c'est pas un coup, voilà. C'est commencer à construire quelque chose. On va voir là où ça va nous mener. Pour l'instant, on fait la première étape. Mais on a l'ambition d'aller plus loin que ça. Et pas seul, puisque là, en plus, on respecte, enfin, on s'aligne sur l'ODD numéro 17, qui est l'objectif de développement durable numéro 17, voilà, qui lui invite justement à co-construire les solutions ensemble. D'accord. On part du principe, le constat, c'est qu'on ne peut pas y arriver seul. Juste un dernier mot, Kenny. Quel rôle de Fonstech dans l'affaire? C'est la dimension tech, bien sûr, puisque sur ces 3 piliers, on a bien sûr des objectifs très très forts, et c'est de voir comment on peut croiser ça maintenant avec des solutions tech, avec une vision tech et surtout une dimension d'innovation. Donc lorsque on s'est rencontrés dessus, tout naturellement, les regards se sont croisés et le programme a été infléchi, modifié dans ce sens pour avoir vraiment une dimension tech à cette dimension qui est plus, on va dire, institutionnelle. Bien, bon forum. À quelle heure la première connexion? Alors, le forum démarre à 8h30 demain matin, donc 8h30, 9h30, conférence.
Et à partir de 9h30, vous avez toutes les heures et demie à peu près des sessions, donc 3-4 en simultané, jusqu'à 17h à peu près. Bien, voilà. On a bien noté. Un dernier mot, Kenny? C'est bon, très bonne reprise. Il faudra, Kenny, qu'on fasse quelque chose bientôt sur la 5G qui est dans l'air. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Bien. Voilà, il est 13h56. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour le ZCL News. Je vous rappelle qu'on a reçu beaucoup de socialistes. Jacques-Marie Claire, candidat au secrétariat de la Fédération du PS en Guadeloupe. Il s'est expliqué. Demain, on aura un nouveau candidat. Ensuite, Béatrice Bellé, elle est secrétaire fédérale du PS Martinique. Mais elle est toute seule candidate, donc elle est sûre d'être réélue. Et elle a parlé avec nous du congrès des socialistes qui s'est tenu à Paris, à Villeurbanne, pardon. C'était hier, 79e de la série. Et elle nous a confirmé qu'elle votera, bien sûr, pour Anne Hidalgo, si celle-ci maintient sa candidature à la direction du Parti socialiste. Christelle Nanor, ex-candidate régionale, est venue nous dire que pratiquement elle s'est fait arnaquer par ses colistiers, puisqu'elle a une dette de 7 200 euros, pas 72 000, 7 200 euros. Elle est au chômage, elle ne peut pas payer toute seule, et les colistiers, ils ont fait des cases, ils ne peuvent pas payer. Donc elle est venue dire ça en direct. Par contre, certains colistiers ont sorti un communiqué disant que Christelle Nanor n'a pas été lâchée par ses colistiers seulement. Je prends la phrase qui est dite qu'elle a géré le financement de la gestion financière de la campagne électorale, s'est fait dans une opacité totale, c'est ce qu'ils disent, et la gestion administrative et relationnelle calamiteuse de la présidente avec les membres du parti et des colistiers, donc en gros bab, comme on dit. Sinon, dans l'actualité, on est allé faire un petit tour du côté des maux des femmes, une maladie qui touche beaucoup les femmes en ce moment, c'est l'endométriose, même les jeunes femmes, et c'est très dur pour elles. CEMAC s'est fait ce week-end avec une tentative d'essayer non pas d'apaiser, mais enfin de trouver des solutions. Et c'est Hélène Poirier qui a conduit cette réunion. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, 12h30. On vous remercie d'être avec nous tous les jours à partir de 12h30 dans le ZCL News. La réalisation était aujourd'hui avec Jordan, c'est bien lui aujourd'hui, avec Sandy. Voilà, à demain à la même heure. Merci en tout cas d'être venu. Thank you.